Il est assez fascinant de réaliser que les arbres qui nous entourent, ces grands chênes majestueux ou ces pins immenses qu'on croise en forêt, sont essentiellement constitués d'air. Ouais, c'est... Lorsqu'un morceau de bois s'embrase et brûle dans une cheminée, il retourne simplement à l'air. Et cette chaleur qu'on ressent sur notre peau, ce n'est absolument rien d'autre que la chaleur du soleil. Une chaleur qui a été capturée au fil des années pour transformer cet air environnant en bois solide. Tout à fait. Quant à la cendre qui reste à la fin, ce n'est que l'infime fraction, la toute petite partie de matière qui provenait réellement de la Terre. C'est une observation totalement vertigineuse que l'on doit au grand physicien Richard Feynman. Allemand matérialisé à partir du ciel et de la lumière. Exactement. Et c'est précisément ce genre de séisme mental qui est au cœur de notre exploration aujourd'hui. Nous plongeons dans les pages d'un ouvrage absolument captivant, Notre univers mathématique du cosmologiste et physicien Max Tegmark. Un livre très dense d'ailleurs. Très dense, oui. Et donc la mission de cette analyse approfondie, c'est d'extraire la substantifique moelle de ces sources. Le but, c'est de tenter de comprendre la nature ultime de la réalité physique. Comment l'humanité a-t-elle réussi l'exploit de passer de simples mythes anciens à la cartographie précise d'un cosmos potentiellement infini? C'est toute la question. Et surtout, pourquoi notre propre intuition, ce bon vieux bon sens qui nous sert tous les jours, se révèle en fait être notre pire ennemi pour comprendre les rouages de l'univers? Alors, d'accord, décortiquons tout cela. Et c'est un programme qui exige de laisser ses préjugés à la porte. Ce que ces sources nous montrent d'emblée, c'est que pour appréhender l'univers, que ce soit à l'échelle des galaxies ou à l'échelle microscopique, il faut vraiment admettre que nos sens nous mentent en permanence. La réalité quotidienne est une illusion très convaincante. Ah oui, ça c'est sûr. Et le livre ne perd vraiment pas de temps pour illustrer à quel point cette réalité peut se briser. Le texte s'ouvre sur une anecdote très personnelle de l'auteur, une histoire viscérale et glaçante. Oui, en Suède. Voilà, nous sommes en 1985. Max Tegmark n'est alors qu'un lycéen. Un matin d'hiver en Suède, il pédale vers son lycée, le Blackbergs Gymnasium. Il arrive à un carrefour qu'il traverse tous les jours et par pure habitude, il omet de regarder à droite. L'erreur classique. Exactement. Et soudainement, la dureté du monde réel le rattrape sous la forme d'un énorme camion de 40 tonnes qui lui fonce dessus. Il décrit le son strident des freins écrasés dans la panique, le regard terrifié du chauffeur. Et dans cette fraction de seconde avant l'impact, il se surprend à espérer que ce n'est qu'un cauchemar. Ce qui est compréhensible. Bah oui, parce que franchement, qu'est-ce qui incarnait mieux la réalité solide, brutale et indiscutable qu'un toit lourd lancé à pleine vitesse? Ce qui est fascinant ici, c'est la manière dont la physique moderne déconstruit instantanément cette prétendue solidité. Si l'on gèle cette scène terrifiante et qu'on l'analyse à l'échelle subatomique, ce camion aussi massif et mortel soit-il, il n'a presque aucune substance. C'est fou de se dire ça. Il est constitué à 99,95% d'espace totalement vide. C'est toujours difficile à avaler, je trouve. Un camion, c'est du vide. Presque entièrement, oui. La masse de l'acier du camion est concentrée dans les noyaux de ces atomes. Mais ces noyaux sont de minuscules têtes d'épingle perdues au milieu de vastes nuages d'électrons. Pour donner une idée, ces noyaux n'occupent qu'une fraction dérisoire, environ 0,0000000000001% du volume total du camion. Le reste, c'est du vide. D'accord, mais alors pourquoi ça fait si mal si on se le prend de plein fouet? Eh bien, ce qui donne cette illusion de solidité mortelle, ce qui ferait qu'un impact broierait le vélo, ce n'est pas la matière elle-même, mais la répulsion colossale des forces électromagnétiques entre les atomes du camion et ceux du cycliste. C'est une formidable supercherie de la nature. C'est incroyable. Mais là où les sources nous emmènent encore plus loin, c'est dans les coulisses de la décision qui a précédé l'accident. Le texte suggère que ce choix fatal de ne pas regarder à droite ne tenait qu'à un fil infinitésimal. Tout à fait. Plus précisément, à un seul atome de calcium dans le cerveau. Comment est-ce qu'un simple atome peut dicter une question de vie ou de mort? C'est là que la physique quantique entre en jeu et bouscule nos certitudes. Dans une synapse du cortex préfrontal, le passage d'un atome de calcium peut déclencher ou empêcher un signal électrique. Ok. Un seul atome peut déclencher la cascade neuronale qui se traduit par la pensée. Inutile de regarder, la voie est libre.
Or, à cette échelle, les lois quantiques s'appliquent. Les particules peuvent se trouver dans un état de superposition, c'est-à-dire exister dans plusieurs positions simultanément jusqu'à ce qu'elles interagissent avec leur environnement. Donc, si cet atome de calcium était superposé, s'il était à deux endroits en même temps... Exactement. Cela implique qu'une fraction de seconde plus tard, le cerveau a traité deux réalités. Le regard s'est porté à droite et il ne s'est pas porté à droite. Le cycliste a freiné et il n'a pas freiné. Ah ouais. De manière purement mathématique, selon certaines interprétations quantiques, il s'est retrouvé à la fois mort sous les roues du camion et vivant, le cœur battant à tout rompre sur le bord de la route. C'est une pensée vertigineuse. Mais il faut bien avouer que ça sonne complètement absurde pour le commun des mortels. C'est presque contre-intuitif. Il est tout à fait logique de trouver cela absurde. Et l'explication réside dans la biologie évolutive. L'évolution darwinienne a façonné l'esprit humain pour assurer une seule chose, la survie immédiate dans un environnement hostile à l'échelle humaine. Donc, repérer un danger concret, pas faire de la physique fondamentale. Voilà, c'est ça. Le cerveau est une machine merveilleusement optimisée pour calculer instantanément la trajectoire parabolique d'une pierre ou pour détecter le mouvement furtif d'un tigre ou d'un prédateur dans les hautes herbes. C'est une intuition de survie. Ouais, fuir le danger, quoi. Et n'a jamais eu besoin d'être programmé pour visualiser la superposition quantique ou pour conceptualiser la courbure de l'espace-temps. Dès que la technologie nous permet de voir au-delà de l'échelle humaine, vers l'infiniment petit ou l'infiniment grand, notre intuition échoue lamentablement. Elle n'est plus qualifiée. L'intuition nous bloque donc sur la nature intime de la matière. Mais comme on va le voir, elle a aussi été un frein immense pour comprendre l'immensité du cosmos. Il y a d'ailleurs une anecdote très touchante dans les documents. L'auteur raconte une présentation d'astronomie qu'il donnait dans un centre de loisirs à Winchester. Ah oui, le petit garçon. Oui, un petit garçon de 5 ans lève la main et pose cette question d'une innocence absolue. Est-ce que l'espace se prolonge à l'infini ? Et le physicien avoue être resté littéralement bouche bée. Cette question d'enfant est sublime parce qu'elle contient le moteur même de la cosmologie. Toute l'histoire des sciences se résume à une perpétuelle sous-estimation de la taille de l'univers. On a toujours revu les dimensions à la hausse. Mais paradoxalement, l'humanité a aussi constamment sous-estimé l'incroyable puissance de sa propre raison. C'est joliment dit. Nous avons réussi à décoder l'architecture du cosmos sans même avoir besoin de quitter la surface de notre petite planète au début. C'est un travail de détective cosmique monumental basé sur l'observation pure et la géométrie. Mais c'est ici que cela devient vraiment intéressant. Quand on regarde comment les anciens ont entamé ce travail de détective, c'est époustouflant d'ingéniosité. Prenons Ératosthène par exemple, il y a plus de 2200 ans. Sans satellite, sans laser, comment mesurer la taille de la Terre entière ? En regardant simplement des ombres. Le triomphe de la géométrie appliquée. C'est ça. Il apprend qu'à Syène, en Égypte, le jour du solstice d'été, à midi pile, le soleil tape si droit qu'aucune ombre ne se forme au fond d'un puits très profond. La lumière tombe à la verticale parfaite. Mais à Alexandrie, située à près de 794 km plus au nord, au même moment, les objets projettent une petite ombre. Le soleil frappe avec un léger angle, environ 7,2 degrés. Et c'est cette petite différence angulaire qui révèle la rotondité de la Terre et permet d'en déduire sa circonférence. Par une simple règle de 3. Exactement. Si 794 km représente environ 7,2 degrés sur un cercle complet de 360 degrés, il suffit d'une règle de 3 pour calculer le périmètre total. Son résultat était d'une précision foudroyante par rapport aux mesures modernes. Surtout quand on compare ça, comme le souligne notre lecture, avec les calculs de Christophe Colomb des siècles plus tard. Colomb s'est basé sur des cartes erronées, il a confondu différentes unités de mesure arabes et romaines et a estimé que l'Asie n'était qu'à 3700 km de l'Europe par l'ouest, au lieu des 19 600 km réels. Une erreur monumentale. Ah oui, une erreur de calcul qui aurait dû tuer tout son équipage de faim et de soif si un continent inattendu, les Amériques, ne s'était pas trouvé par hasard sur sa route. Colomb a eu une chance historique incroyable. Mais pour revenir à la rigueur des anciens, cette capacité d'abstraction géométrique ne s'est pas arrêtée à la Terre. Aristarque de Samos l'a projetée vers la Lune. Il a regardé une éclipse lunaire, c'est bien ça ? Exactement. Lors d'une éclipse, la Terre projette son ombre sur la surface de la Lune. Aristarque a observé la courbure de cette ombre géante. En comparant le rayon de cette courbe avec la taille apparente de la Lune, il a déduit très intelligemment que la Lune était 3,7 fois plus petite que la Terre.
Puisque la taille de la Terre était connue, grâce à Ératosthène, une simple division suffisait à obtenir le diamètre de la Lune. C'est brillant. Et ensuite, il a voulu s'attaquer au Soleil, si je me souviens bien. Oui, et la méthode était conceptuellement parfaite. Il a attendu le moment précis d'un premier quartier de Lune, quand la face visible est éclairée exactement à 50%. À cet instant précis, la géométrie nous dit que la Terre, la Lune et le Soleil forment un gigantesque triangle rectangle dans l'espace. Mhm. Il suffisait donc de mesurer l'angle entre le Soleil et la Lune depuis la Terre pour calculer la distance du Soleil. Mais cela soulève une question importante, celle de la précision de nos instruments et de l'incertitude scientifique. Il faut toujours quantifier ces incertitudes. Parce qu'une petite erreur peut avoir de grandes conséquences à cette échelle. Des conséquences immenses. Aristarque a mesuré un angle de 87 degrés. Le vrai chiffre, indécelable à l'œil nu, est de 89,85 degrés. Presque un angle droit parfait. Cette infime erreur a faussé tous ses calculs trigonométriques. Il a conclu que le Soleil était 20 fois plus loin que la Lune. En réalité, il est 400 fois plus loin. Ah oui, quand même. Et cette erreur monumentale, ce facteur de 20, est resté ancré dans le savoir humain pendant des siècles, jusqu'aux observations de Copernic. C'est fou de se dire que notre vision du système solaire a été contractée d'un facteur 20 pendant si longtemps à cause d'une petite erreur d'angle. Mais même après Copernic, l'humanité s'est heurtée à un mur encore plus opaque, le mur de la distance étoilée. Pendant très longtemps, les étoiles sont restées d'insondables petites taches blanchâtres. De simples points lumineux. Voilà. Le texte rappelle que même Galilée, avec son télescope révolutionnaire, était bloqué. Il zoomait sur les planètes et voyait des sphères, des cratères, mais quand il pointait son instrument sur une étoile, il ne voyait qu'une tache floue un peu plus lumineuse. Impossible de savoir à quelle distance elle se trouvait. C'était une impasse apparente. La clé pour briser ce mur est venue d'une technique appelée la parallaxe, magnifiquement maîtrisée par l'astronome Friedrich Bessel au XIXe siècle. Le livre utilise une analogie géniale pour expliquer la parallaxe. Si on tend le bras, qu'on lève le pouce et qu'on ferme un œil, puis l'autre en alternance, le pouce semble sauter de gauche à droite par rapport au paysage en arrière-plan. Et plus le pouce est proche du visage, plus le saut visuel est grand. C'est le principe exact. Bessel a compris que pour voir une étoile sauter sur le fond du cosmos, nos yeux humains séparés de quelques centimètres ne suffisaient pas. Il fallait une paire d'yeux gigantesque. Il a donc utilisé l'orbite de la Terre elle-même. En observant le ciel à un moment donné, puis 6 mois plus tard, de l'autre côté du Soleil, il disposait d'un écartement de 300 milliards de mètres. Impressionnant. Avec cette perspective, une étoile particulière, 61 Cygni, a montré un infime décalage. Et ce saut a prouvé qu'elle était à des distances ahurissantes, des années-lumière de nous. Oui. Et sur le plan historique, cela apportait enfin la preuve mathématique que Giordano Bruno avait raison. Ce penseur, brûlé sur le bûcher en 1600 pour avoir affirmé que les étoiles étaient en fait d'autres soleils très lointains, voyait son intuition tragiquement validée. Et l'astronomie est passée à la vitesse supérieure peu de temps après, en 1814, avec une invention dont on parle en détail, le spectrographe de Joseph von Fraunhofer. C'est décrit presque comme un lecteur de code-barres cosmiques. En faisant passer la lumière d'une simple tache blanchâtre étoilée à travers un prisme, on la décompose en un arc-en-ciel strié de fines lignes sombres. Et c'est là que la lumière avoue tous ses secrets. Sans jamais avoir à toucher l'étoile ou à y envoyer quoi que ce soit, l'analyse de ce code-barre nous donne sa composition chimique. Ces lignes sombres correspondent aux éléments qui absorbent la lumière. On a ainsi découvert que les étoiles sont faites majoritairement d'hydrogène, comme notre propre Soleil. Mais ce spectre lumineux va plus loin. Il révèle la température de l'astre. Comme pour un métal chauffé, une étoile à l'éclat blanc est beaucoup plus chaude qu'une étoile rougeoyante. Et il y a aussi ce détail fascinant sur le mouvement. On peut savoir si une étoile s'éloigne ou s'approche de nous sans même la voir bouger dans l'espace. Absolument. Grâce au décalage de la lumière via l'effet Doppler. Pensez au bruit d'une voiture de course qui file à toute vitesse. Le moteur fait un bruit très aigu quand la voiture s'approche, puis le son devient grave d'un coup lorsqu'elle s'éloigne. La lumière fait exactement la même chose. Si une galaxie s'éloigne de nous, son code-barre tout entier se décale vers le rouge. C'est cette boîte à outils qui a permis le saut intergalactique, le bond ultime vers notre conception moderne de l'univers. Le texte met en lumière le travail fondamental de l'astronome Henrietta Swan Leavitt.
Elle étudiait des étoiles très spéciales, les céphéides, dont la luminosité palpite. Elle clignote un peu comme un métronome. Elle s'est rendue compte que le rythme de cette pulsation était directement lié à la puissance lumineuse réelle de l'étoile. Ce fut une découverte capitale. Ces étoiles variables sont devenues ce qu'on appelle des chandelles standards en cosmologie. C'est comme regarder une ampoule au loin dans la nuit. Si on sait de sources sûres qu'il s'agit d'une ampoule de 100 watts, en mesurant à quel point elle paraît faible depuis notre position, on peut calculer exactement à quelle distance elle se trouve. Et c'est cette méthode précise qu'Edwin Hubble a utilisée. En utilisant le télescope géant Hooker, il a repéré ces fameuses étoiles pulsantes, ces céphéides, à l'intérieur de ce qu'on appelait alors la nébuleuse d'Andromède, qui n'était vue que comme un nuage. Les calculs ont rendu un verdict stupéfiant. La distance était si colossale qu'Andromède ne pouvait pas faire partie de notre Voie lactée. C'était un univers île entier, une galaxie située à des millions d'années-lumière. L'univers venait de s'agrandir du feu fond inimaginable. Alors qu'est-ce que tout cela signifie pour la forme géométrique du vide, pour la nature même de l'espace? Si l'univers grandit, est-ce que l'espace a une fin? Y a-t-il un panneau géant « Attention, fin de l'espace » ? Si l'on relie cela à la vision globale des mathématiques et de la physique, la réponse nous oblige à abandonner la géométrie que l'on apprend à l'école. Notre intuition était bloquée par l'espace plat d'Euclide, où la somme des angles d'un triangle fait toujours 180 degrés. Mais des esprits brillants comme Gauss, Bolyai et Lobachevsky ont imaginé des géométries non euclidiennes. Oui, pour bien visualiser ça, notre source propose l'analogie de la fourmi. Imaginons une petite fourmi qui marche sur une surface géante sans aucune notion d'une troisième dimension. Si cette fourmi marche sur une sphère et qu'elle y trace un grand triangle, en mesurant les angles, elle trouvera une somme supérieure à 180 degrés. Si elle se trouve sur un cylindre, la somme fera 180 degrés. Et si elle se trouvait sur un hyperboloïde, une surface en forme de selle de cheval, la somme serait inférieure à 180 degrés. Le point véritablement révolutionnaire ici, c'est que la fourmi n'a aucun besoin d'une dimension supérieure pour l'observer de l'extérieur. Elle peut découvrir la courbure de son monde de l'intérieur. Et c'est là que la relativité d'Einstein intervient. Précisément, Einstein a prouvé que notre propre espace physique est courbé. L'espace pourrait s'étendre à l'infini, mais il pourrait aussi être fini sans aucun bord. Par exemple, il pourrait avoir la forme d'un tore tridimensionnel, comme la surface connectée d'un beignet. L'espace n'est plus seulement un grand réceptacle vide, c'est une entité mathématique définie par sa topologie et sa courbure. Ce qui nous mène directement à la conclusion conceptuelle au cœur de la théorie centrale de Tekmark. Si l'espace, à son niveau le plus fondamental, est défini par des propriétés mathématiques intrinsèques, le grand livre de la nature, comme le disait Galilée, n'est pas seulement écrit en langage mathématique. Notre réalité physique est purement mathématique. C'est la thèse absolue. Si l'on retire tout notre bagage humain, nos perceptions, il ne reste que des structures mathématiques. Face à cette vertigineuse perspective cosmique, les documents rappellent à quel point cela aide à relativiser les soucis du quotidien. Les problèmes de stationnement ou les déceptions sentimentales semblent bien légers. C'est vraiment le triomphe absolu de l'esprit humain et de sa persévérance intellectuelle. Tout à fait. Et cela nous laisse sur une pensée provocatrice finale, basée sur l'accident de vélo initial. Si la théorie quantique de l'équation de Schrödinger exige que la réalité se scinde perpétuellement, l'univers crée des copies parallèles à chaque décision. C'est le fameux multivers. L'atome de calcium qui décide de regarder à droite crée un univers où le cycliste meurt et un autre où il vit. Exactement. Et puisque la conscience ne peut exister que dans l'univers où le corps survit, cela soulève une réflexion vertigineuse à méditer. De notre propre point de vue subjectif, serions-nous fondamentalement et mathématiquement immortels face aux accidents de la vie? C'est une idée vertigineuse pour clore cette exploration. Le fait que notre conscience s'accroche toujours à la branche mathématique où l'on survit. De quoi regarder les carrefours et l'univers entier d'un œil nouveau.